Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction consacré à Israël et à Gaza. Un énième accès de violence dans la bande de Gaza le week-end dernier a fait au moins 25 morts côté gazaoui et 4 côté israélien. Tout a commencé vendredi dernier lorsque 2 soldats israéliens ont été blessés en marge de manifestations palestiniennes, de quoi mettre le feu aux poudres. Pendant tout le week-end ont été lancées des roquettes de Gaza et des frappes depuis l'État hébreu. Lundi, un fragile cessez-le-feu a été annoncé et semble tenir, le tout à quelques jours d'un événement que les Israéliens organisent, la grande finale de l'Eurovision le 18 mai à Tel Aviv. Alors quelle est la situation en Israël et à Gaza? À quel point le contexte géopolitique décide du destin de cette petite bande de terre coincée entre l'État hébreu et l'Égypte? Et puis, quels scénarios peuvent s'écrire à partir de maintenant? Ce sont les questions que nous posons aujourd'hui à nos invités. Elisabeth Marthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse à l'Institut international d'études stratégiques. À vos côtés, Sami Cohen, bonjour. Bonjour. Politologue, directeur de recherche au Centre de recherche international de Sciences Po. Et puis, nous sommes également en direct avec nos correspondants du Figaro à Jérusalem, Thierry Oberlé. Bonjour Thierry. Bonjour. On va commencer déjà tout de suite avec vous. Un mot d'abord pour vous dire que cette émission est interactive et en direct. N'hésitez pas à poser vos questions sur lefigaro.fr et sur Facebook. Nous sommes là pour y répondre. Thierry, déjà, ce cessez-le-feu qui a été annoncé lundi, est-ce qu'il est globalement respecté ? Oui, le cessez-le-feu est globalement et entièrement respecté depuis lundi. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu un basculement, comme ça arrive assez souvent ici, c'est-à-dire on était à 2 doigts de la guerre totale, et puis il y a eu une désescalade immédiate, un cessez-le-feu qui a été trouvé par l'intermédiaire obtenu par l'intermédiaire des Égyptiens, et maintenant il commence à se mettre en place tout lentement, enfin les accords qui ont été, en fait c'est des accords qui existaient déjà il y a 1 mois et demi et qui commençaient à être appliqués, mais sans doute pas assez vite aux yeux des Palestiniens. Et maintenant, voilà, c'est reparti. Il y a une réouverture des accès à Gaza et puis un allègement progressif du blocus. Elisabeth Marthe, comment déjà est-ce que l'on peut situer ce nouvel accès de violence par rapport au précédent? Alors, depuis la guerre qu'on identifie comme telle en 2014, il y a eu différents accès de violence, différentes flambées. Il y en a eu une notamment tout au cours des manifestations, la Grande Marche du Retour qui a commencé en mars 2018. Et puis en novembre 2018, là, ça a pris une autre ampleur, une ampleur militaire avec une intervention de l'armée israélienne qui a conduit à un premier cessez-le-feu. Enfin, après plusieurs cessez-le-feu, mais disons un cessez-le-feu marquant sous l'égide de l'ONU et de l'Égypte. Et c'est effectivement ce cessez-le-feu qui n'a pas véritablement été appliqué, en tout cas les conditions du cessez-le-feu qui n'ont pas été appliquées depuis novembre, qui ont posé problème d'abord au mois de mars et qui reposent problème aujourd'hui. Et Sami Cohen, quelle est l'importance de l'organisation de l'Eurovision? Ça peut paraître anecdotique, mais effectivement, ce sera à Tel Aviv le 18 mai. À quel point cela a joué dans ce à quoi nous avons assisté le week-end dernier, selon vous? Écoutez, je crois qu'il faut resituer, il faut revenir à votre question précédente, comment tout ça démarre. En fait, ça peut démarrer avec n'importe quoi, avec très peu d'incidents. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois, ça a pris des proportions qu'on n'avait jamais vues depuis donc l'opération de août 2014. Pourquoi? Et c'est là qu'on vient à l'Eurovision, parce que manifestement, le Hamas et le djihad islamique étaient insatisfaits des réponses du gouvernement israélien concernant leur demande de faire passer des marchandises, de l'argent, etc. Et avaient le sentiment qu'il y avait là une petite fenêtre d'opportunité sur laquelle ils pouvaient réagir très fort pour obtenir des concessions, notamment cette fenêtre d'opportunité, c'était donc entre le week-end passé et l'Eurovision. Mais il faut prendre en considération qu'il y avait aussi le Ramadan. Le Ramadan aussi a joué un rôle probablement dans cette flambée de violence. Mais qui a été très courte. Et effectivement, Israël a été aussi tenté d'apaiser la situation rapidement pour éviter que cet événement se déroule en drame. Oui, en réalité, les deux parties ne veulent pas de guerre, hein, ni le Hamas, ni Israël. Donc effectivement, ils ont tous les deux intérêt à ce que les hostilités cessent rapidement. Et surtout, ce qui se trame derrière, ce sont des négociations économiques et sociales
et politique très précise sur Gaza. Donc le Hamas ne veut pas faire durer le conflit, il veut simplement obtenir des garanties économiques et sécuritaires de la part d'Israël. Donc quand il les obtient, le conflit cesse. Thierry, qu'est-ce qui était justement dans cet accord précédent et qui n'aurait pas été respecté et que peut-on trouver désormais dans ce nouvel accord de cessez-le-feu ? C'est toujours le même accord global dont on ne connaît pas bien d'ailleurs les contours, mais qui concerne d'une part l'approvisionnement en électricité et donc en carburant, d'autre part le desserrement de l'étau économique pour que les produits puissent, parce que c'est une économie, celle de Gaza, qui est extrêmement dépendante d'Israël, pour que les produits puissent circuler dans un sens comme de l'autre. Je vais vous citer une anecdote. La dernière fois que j'étais à Gaza, c'était après une opération, une escalade militaire qui avait duré 48 heures. Pendant cette période, le prix de la tomate avait baissé à Gaza parce que les producteurs ne pouvaient plus l'exporter en Israël. Donc il y a ces questions qui sont d'ordre économique et il y a aussi les questions humanitaires. C'est là qu'intervient l'aide du Qatar qui est très importante puisqu'il y a encore eu une aide supplémentaire de 480 millions qui a été annoncée en début de semaine, même si une grande partie, 300 millions, concerne la Cisjordanie et l'autorité palestinienne. Mais il y a des processus qui permettent de faire rentrer cet argent qui est ensuite redistribué à la population, à environ 100 000 personnes les plus pauvres, les plus démunies, qui aident aussi pour les hôpitaux, pour l'éducation, etc. Et c'est le processus qui permet d'accéder à cet argent et donc de payer les fonctionnaires et donc de relancer un peu l'économie locale qui ne fonctionne pas bien. Alors, les Israéliens et les Qataris se rejettent souvent la responsabilité, mais c'est là où il y a un véritable problème actuellement. Merci beaucoup Thierry. Il est temps aussi d'écouter maintenant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui réagissait justement à ce cessez-le-feu et aux suites de ce cessez-le-feu. ביומיים האחרונים חידשנו את המדיניות של חיסול בכירי הטרור. הרגנו עשרות מחבלים של החמאס והג'יהאד האסלאמי, הפלנו מגדלי טרור. אנחנו שינינו את כללי המשחק והחמאס מבין זאת היטב. ועם זאת, ברור זה לא סוף המערכה, ולכן הנחיתי להיערך להמשך, והנחיתי גם להשאיר את כוחות השריון והארטילריה סביב רצועת עזה. Sami Cohen, Elisabeth Marteau à l'instant disait que ni Netanyahou ni le Hamas n'a intérêt à ce que la guerre se poursuive. On entend un discours ici assez belliqueux de la part de Netanyahou, on est habitué, mais est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu est particulièrement fragile aujourd'hui ? Écoutez, le fond du problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la part d'Israël la volonté d'obtenir le maximum de stabilité et de calme à la frontière, mais en même temps, aucune volonté de s'engager dans un processus politique avec les Palestiniens. Et donc, on a ce côté-là, du côté palestinien, la situation est à peu près, je dirais, à peu près symétrique. Effectivement, il n'y a pas de volonté de faire la guerre, mais il n'y a pas de volonté non plus de faire la paix. Mais alors pourquoi ? Parce qu'Elisabeth Marteau, on préfère un ennemi que l'on connaît à autre chose qu'on ne connaît pas encore. Il y a aussi la peur, le souhait en tout cas chez Israël de traiter avec le Hamas, au moins parce qu'on sait à quoi s'attendre dans la bande de Gaza ? Bon, pour la bande de Gaza, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent traiter qu'avec le Hamas, puisqu'ils ne peuvent pas traiter avec l'autorité palestinienne qui n'a pas encore réalisé ce retour dans la bande de Gaza. Donc ils n'ont pas le choix. Donc effectivement, directement et indirectement, c'est avec Hamas qu'Israël négocie. Et on parle aussi du djihad islamique qui aurait une influence dans la bande de Gaza. Quelle est cette part d'influence ? C'est un peu différent. C'est un mouvement qui est plus petit. Donc il y a moins de combattants, qui est essentiellement sur le volet militaire. Donc là, avec Hamas, ils sont dans un comité conjoint de suivi de la Grande Marche, et c'est pour ça aussi qu'on voit régulièrement des attaques et des roquettes lancées des deux côtés. Eux, ils sont soutenus essentiellement par l'Iran, financés par l'Iran, et donc ils ont aussi un arsenal de missiles conséquent. Mais c'est avec Hamas
qu'on négocie. C'est en tout cas voilà, le groupe qu'a cité Benyamin Netanyahou dans son intervention il y a quelques secondes. Un mot quand même sur le contexte de politique intérieure qui est important, car on le rappelle, il y a un mois, il y avait les élections générales en Israël. Benyamin Netanyahou est sorti vainqueur de ces élections. En tout cas, le président Rivlin lui a confié la tâche de former un gouvernement. Est-ce que vous diriez, Sami Cohen, qu'il sort affaibli ou renforcé de cet épisode ? De l'épisode, vous voulez dire... C'est l'épisode de ce week-end où effectivement Israël a riposté. Ni affaibli ni renforcé. La situation reste pareille parce que, au fond, Netanyahou est quelqu'un de relativement raisonnable, quelqu'un qui n'aime pas la guerre, qui se méfie beaucoup d'une situation qui pourrait mal évoluer, déraper et faire de nombreuses victimes, en particulier du côté israélien. Et donc, il n'en veut pas. Est-ce qu'il en sort renforcé ? Je ne sais pas. Il est dans une situation où il est débordé constamment sur sa droite par des partis de droite, par des partis d'extrême droite. Je dirais même par son opposition, par Benny Gantz, qui réclame davantage de fermeté à l'écart du Hamas. Oui, justement, alors qu'il est considéré comme moins à droite que Benyamin Netanyahou. Thierry Oberlé, d'ailleurs, comment est-ce que vous avez perçu ces déclarations de Benny Gantz, effectivement, disant que Netanyahou avait, je cite, capitulé face au Hamas? Oui, enfin, Benny Gantz est peut-être moins à droite sur le plan sociologique que Benyamin Netanyahou, mais sur le plan sécuritaire, et c'est quelqu'un qui est très à droite, qui est très dur, et qui, bien entendu, il est monté en première ligne pour dénoncer la politique de Netanyahou. Il y a eu également Lieberman. Lieberman, il y a des tractations actuellement, qui est l'ancien ministre de la Défense, qui avait démissionné justement parce qu'il était en désaccord sur la politique sur Gaza. Mais il y a des négociations qui sont en cours et il devrait sans aucun doute refaire son apparition dans le gouvernement parce que pour avoir sa majorité, Netanyahou a besoin de lui. Donc, il y a un petit affaiblissement de Netanyahou dans le sens où il y a un malaise en Israël parce que cette fois-ci, il y a eu 4 morts parmi la population civile et c'est extrêmement mal vécu. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Un proche de Netanyahou a expliqué que si pour se débarrasser du Hamas, il n'y a pas d'autre solution que de s'engager dans une guerre totale et de reprendre le territoire de la bande de Gaza. Mais après, on en fait quoi? C'est toute la question. Et est-ce qu'il y a un affaiblissement du côté de l'opinion? Vous allez entendre maintenant quelques témoignages de civils qui ont été recueillis à Sderot et qui réagissent justement à ce cessez-le-feu. ואני חושב שאי אפשר להמשיך במצב הזה כבר שנים, ואנחנו מאבדים עבדות וכסף, ומבחינה כלכלית אי אפשר להמשיך במצב הזה, ואנחנו יותר מדי שותקים להם פריירים. צריך לעשות ניקיון יסודי ולנקוט יד קשה בלי רחמים ולגמור עם הסיפור הזה פעם אחת ולתמיד. והרגשה היא טובה מאוד. במיוחד שאנחנו לא רוצים מלחמה. מלחמה רק כל הצדדים מפסידים. רוצים שלום, ורוצים שלום עם ערבים, עם בני אדם כמונו, ונקווה שנצליח להגיע לשלום על ידי משא ומתן בשני הצדדים. On note souvent donc effectivement la droitisation de Netanyahou sur certains points. Est-ce que vous diriez, Sami Cohen, que la population israélienne se droitise aussi? On a eu des témoignages très opposés. La population israélienne s'est droitisée depuis, je dirais, la deuxième intifada, c'est-à-dire dans les années 2000. Là, on sent très bien qu'il y a un sentiment de lassitude, d'amertume, de frustration. Et donc, elle s'est complètement détachée de toute idée de revenir au processus de paix. Et donc, ce qu'elle veut, c'est la sécurité, c'est le calme. Benyamin Netanyahou a très bien compris cette situation-là, mais en même temps, il ne veut pas que le Hamas disparaisse. Il a besoin du Hamas, parce que le Hamas permet d'avoir une situation où le camp palestinien est scindé en 2 parties, et à partir du moment où le camp palestinien est scindé en 2 parties, il peut dire, mais il n'y a pas avec qui négocier, on ne peut négocier qu'avec un chef qui représente l'ensemble du peuple palestinien. Et donc, il est dans une situation de allant de l'avant, ni voulant taper plus fort.
il est en train de gérer le conflit, comme on dit, et c'est une situation qui lui convient assez bien. Au fond, sa position modérée ne lui a pas valu une sanction quelconque. Aux élections, il l'a remportée haut la main. Vous parlez du camp palestinien qui est divisé. On va justement entendre le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh, qui, alors lui, en appelle à l'ONU, c'était en tout cas il y a 2 jours à Ramallah. وتطالب الحكومة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان ومنع إمكانية تجدده وتوفير الحماية الدولية لأهلنا في قطاع غزة. وتقول الحكومة أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام جرائم الاحتلال بحق المدنيين. Donc, quelle est véritablement son influence aujourd'hui au Premier ministre palestinien, par exemple sur Gaza? Aucune. L'autorité palestinienne, et donc essentiellement le Fatah, n'a pas d'autorité sur Gaza, c'est le Hamas, on n'a plus le seul depuis d'ailleurs gouvernement depuis plus de 2007. 12 ans maintenant. Ouais. Élection 2006 et ensuite scission entre les 2 territoires en 2007. Donc aucune. C'est très bien, c'est très clair. Thierry, un mot aussi, alors vous l'avez déjà évoqué, sur la possibilité d'une guerre. On a notre internaute Farouk qui nous dit jusqu'à présent tous les cessez-le-feu ont semblé fragiles à mon sens et ne tiennent toujours qu'à un fil. Ça rejoint un peu ce que vous disiez aussi, Sami Cohen, c'est que cela part de rien. Est-ce qu'à Jérusalem, avec vos confrères correspondants par exemple, vous avez le sentiment que la guerre est inévitable aujourd'hui ? C'est pas tellement la façon de réagir des journalistes. Il y a deux intervenants. Il y a d'une part, après au moment de la désescalade, on a eu une interview du chef du djihad islamique qui lui explique que c'était juste un entraînement avant la grande explication finale qui aura lieu dans les semaines voire les mois qui viennent. Ça arrive dans un contexte international qui devient extrêmement tendu avec les tensions entre les Américains et les Iraniens. On sait que le djihad islamique est lié au Hezbollah et donc à l'Iran, qu'il y a beaucoup de tensions aussi avec le Hezbollah. Donc, et d'un autre côté, on a Netanyahou qui, lui, ne voit pas de solution, qui est plutôt en faveur d'un statu quo, mais qui ne fait rien pour essayer de sortir de la situation actuelle. Parce que le grand paradoxe, c'est qu'on va avoir Netanyahou qui négocie d'un côté qui a une politique de la carotte et du bâton avec Gaza, et qui, avec les Palestiniens de Cisjordanie, avec l'autorité palestinienne, a uniquement une politique du bâton. C'est-à-dire qu'il a supprimé beaucoup d'arrivées d'argent, il y a une politique d'asphyxie qui est organisée par les Israéliens, les Américains, et on voit mal dans ces conditions comment on pourrait repartir vers un processus de paix. Et combien de temps peut durer ce statu quo, c'est très difficile à dire. Et un processus de paix qui devrait, dans l'opinion en tout cas de Donald Trump, être relancé après le Ramadan avec un grand accord annoncé comme l'accord du siècle qui a été forgé notamment par Jared Kushner. Qu'est-ce qu'on en attend de cet accord, Elisabeth Marteux, sachant que l'on vient de voir encore il y a quelques jours un tweet de Donald Trump annonçant qu'il soutenait à 100% Israël dans cette épreuve du week-end dernier? Alors, pas grand-chose, j'ai envie de dire, ça dépend. Enfin, les Palestiniens n'en attendent pas grand-chose ou alors estiment que c'est le pire qui va leur arriver. Pour l'instant, on ne sait pas véritablement ce qu'il y a dans cet accord et dans les tractations qui ont lieu depuis 1 an entre les Israéliens, les Américains et les Golfiens. Je tiens quand même à préciser, et pas avec les Palestiniens. Donc c'est un plan de paix qui, pour l'instant, se négocie sans les Palestiniens. Bon, mais est-ce qu'on doit attendre un rejet, a priori, oui, de la part des Palestiniens? Oui, a priori, les Palestiniens devraient rejeter tout simplement unilatéralement cette proposition, suite à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, à la cessation des financements pour l'UNRWA, donc l'Office des réfugiés palestiniens. Donc Mahmoud Abbas a déjà dit que pour lui, les Américains n'étaient plus un médiateur dans le conflit et donc estimé qu'il n'avait rien à attendre de la part de l'administration Trump. On n'aura probablement pas, Sami Cohen, de plan de paix proposé avec une solution à 2 États. On a l'impression de s'en éloigner de plus en plus au fil des mois. Oui, de ce qu'on sait aujourd'hui sur ce fameux plan de paix, le plan de paix du
du siècle, il ne prévoit pas la création d'un État palestinien. Il prévoit une aide massive sur le plan économique, mais le problème, c'est que les Palestiniens sont quand même très désireux d'avoir leur propre État. Ils veulent passer par cette étape-là avant de passer à autre chose. Et donc, il est normal que le plan soit rejeté d'emblée, avant qu'on le connaisse. Et donc, quels sont les scénarios qui peuvent s'écrire à partir de là ? Quels sont les scénarios qui peuvent s'écrire à partir de là, à partir d'un accord qui est annoncé comme l'accord du siècle et dont vous êtes à peu près tous d'accord pour me dire qu'il sera rejeté a priori par les Palestiniens. Qu'est-ce qui peut s'écrire maintenant ? Le scénario israélien tel qu'on le connaît aujourd'hui, vu du point de vue de la droite, serait de dire, une fois que Trump aura avancé ses propositions, qui seront rejetées par les Palestiniens, ça nous laissera à nous la possibilité d'adopter une partie du plan de paix qui prévoit l'annexion des grands blocs des colonies à Israël. Voilà, et c'est dans cette direction que la droite voudrait avancer. C'est d'ailleurs une annonce qu'a faite Benjamin Netanyahu pendant sa campagne électorale, celle de l'annexion des grands blocs des colonies à Israël. Thierry Oberlé, un mot aussi enfin là-dessus, sur ce grand accord de paix annoncé et qui va vous occuper dans les prochaines semaines. Oui, on l'attend, mais bien sûr, on n'en attend pas grand-chose non plus parce que, d'après ce qu'on peut en savoir, il y a très peu de personnes qui sont au courant, mais qui organisent quelques fuites. Il n'y aurait pas donc d'État, il y aurait pas d'État indépendant pour les Palestiniens. Et en fait, il y aurait en contrepartie une aide financière très importante et qui serait aussi avec une très forte contribution des pays du Golfe. D'une certaine manière, il s'agirait d'acheter les Palestiniens. Et effectivement, on risque d'assister à un refus de l'autorité palestinienne. Et ensuite, on peut partir sur plusieurs scénarios. S'il y a une annexion partielle, il y a un risque très fort, ça risque de créer une situation assez explosive parce que l'autorité palestinienne est très faible et le pouvoir de Mahmoud Abbas est un peu en bout de course et c'est très difficile de savoir sur quoi on va déboucher, mais on doit s'attendre en cas d'annexion, à des réactions extrêmement vives du côté palestinien. Merci Thierry. Et un mot enfin sur les Gazaouis, qui sont quand même 2 millions donc, à se partager ce petit bout de territoire. Il y a eu une annonce de la part du Qatar, on en a parlé en début d'émission, de 480 millions d'euros d'aide, mais qui concerne aussi les territoires palestiniens. Est-ce que ce sera de nature à donner un peu d'air à cette population ou est-ce que vous êtes plus sceptique, Elisabeth ? Ce n'est pas suffisant, mais ça fait déjà des années que le Qatar tient Gaza et verse 30 millions tous les mois, là c'est ce qui a été négocié, paye les factures d'électricité, des aides aux familles en difficulté. Enfin, donc Gaza tient par l'aide qatari. Donc, là, comment se passe ce financement d'ailleurs ? Alors différents mécanismes, notamment par une fondation qatari, qui est dirigé par El Emadi, qui est un diplomate qatari, et c'est lui qui fait passer l'argent par la fondation, pour ne pas que ça aille directement au gouvernement gazaoui. Il y a aussi des valises de cash qui sont rentrées dans la bande de Gaza sous supervision israélienne. Donc il y a différents mécanismes qui sont mis en place. Et Thierry Oberlé, vous étiez encore il y a quelques semaines, quelques mois, pour une série de reportages, et vous décriviez une situation humanitaire assez dramatique où, pour ne citer qu'un exemple, dans les hôpitaux, on pouvait finir des opérations à la lampe torche d'un smartphone parce qu'il y avait des coupures d'électricité parfois. Oui, il y a un manque d'électricité. Ce manque d'électricité, il est dû au fait qu'il n'y a qu'une seule centrale thermique vétuste pour tout le territoire et que celle-ci doit être alimentée en carburant. Il faut que le carburant arrive, donc il faut l'accord israélien, il faut que le Qatar paye l'essence, enfin le fuel. Et donc déjà, il y a un problème humanitaire dans les hôpitaux. Il y a un problème de pauvreté généralisée qui est éclatant. Il y a 100 000 personnes qui touchent $100 du Qatar par mois, mais ça, on pourrait en rajouter, c'est à peu près la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc on est dans une... Et puis surtout aussi, il y a les questions qui sont liées en fait
la marche du retour avec un nombre de blessés très important. Il y a plusieurs milliers de blessés. La plupart, ils sont blessés aux jambes. Il faut les opérer. Il y a énormément d'estropiés. Il y a des bataillons d'estropiés maintenant dans les rues de Gaza, qui sont la jeunesse et la force vive de ce territoire. Et ce qu'on entend de plus en plus là-bas, c'est des gens qui, en fait, cherchent à partir, qui cherchent à franchir la frontière égyptienne et qui veulent migrer, qui veulent aller qui en Turquie, qui en Algérie, qui en Europe. Et on risque, s'il y avait un desserrement de l'étau, on risquerait d'avoir un exode extrêmement fort de la population. Merci beaucoup Thierry. Et puis un dernier chiffre pour illustrer ce désastre humanitaire à Gaza. Un chiffre qui a été donné d'ailleurs par l'ONU hier avec le coordinateur en charge de la cause humanitaire qui est estimé à 29 000 le nombre de Palestiniens blessés l'année dernière au cours de différentes manifestations et protestations, avec même 1700 Gazaouis qui risquent une amputation dans les semaines à venir et dans des conditions que vous avez décrites Thierry dans vos reportages. Merci beaucoup d'avoir été nos invités pour cette émission, Elisabeth Marteux et Samy Cohen. Merci à vous Thierry Oberlé, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.